Devant des milliers de spectateurs entièrement acquis à sa cause, Schumacher, après 3 abandons consécutifs, se doit en Allemagne de faire un résultat. Il lui faudra donc batailler avec les 2 pilotes qui dominent la Formule 1 depuis le début de la saison, Hill et Villeneuve. Hill dans le bac à gravier, Villeneuve vainqueur sur les terres de son coéquipier, c'était il y a 15 jours à Silverstone. Aujourd'hui, tout est à recommencer. Retour à Hockenheim sur Damon Hill, le leader du championnat du monde, en pleine concentration. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à cet instant, c'est-à-dire à 2 minutes environ du départ du Grand Prix d'Allemagne. 100 000 spectateurs ici dans ce stadium très impressionnant. 100 000 spectateurs surchauffés par la présence de leur idole Michael Schumacher. Et ils retiennent leur souffle, les Allemands, car si la pluie est de la partie, car la pression atmosphérique est en train de baisser à nouveau, si la pluie est de la partie, ils se souviendront sûrement de l'extraordinaire prestation du champion du monde et de sa Ferrari à Barcelone au Grand Prix d'Espagne. Mais cette fois pourtant, la course sera plus difficile. Après 3 catastrophes successives, qu'en sera-t-il de la fiabilité des Ferrari? Les Williams Renault et les Benetton Renault n'ont certainement pas dit leur dernier mot, comme l'ont démontré hier Damon Hill et ce matin Jacques Villeneuve lors du 2e warm-up. Et puis les McLaren Mercedes sont revenus au sommet. Johnny, c'est un peu la synthèse des warm-up alors que le tour de formation démarre tambour battant. Les McLaren sont revenus au premier plan. Jean-Louis, ils l'ont montré en qualification, puisqu'Hakkinen s'est qualifié en 2e ligne et Coulthard en 4e ligne. Bon, là, on est un petit peu dans la norme. Mais ce matin, en revanche, on n'y était plus dans la norme quand les 2 McLaren se sont adjugés les 2 meilleurs temps de la demi-heure d'essai de rodage du dimanche matin. Hakkinen dans un temps excellent, quoique en condition de course, avec une 45-90 pour arrondir. Ça l'aurait placé très confortablement sur la grille de départ. Il faut dire que Hakkinen dispose pour ce Grand Prix d'un moteur Mercedes dans sa dernière évolution, ce qui n'est pas le cas de son équipier David Coulthard qui se contente du moteur standard. Eh bien, c'est la 11e épreuve de la saison 96, la 592e épreuve du championnat du monde ici à Hockenheim pour ce Grand Prix d'Allemagne. 45 tours d'un circuit de 6 km et 823 mètres, soit un Grand Prix de 307 km et 22 mètres, mais l'un des Grands Prix les plus rapides de la saison avec le Grand Prix d'Italie à Monza, car ici la moyenne est très élevée. On a vu David Coulthard taper le 341 km/h dans les lignes droites ici d'Hockenheim, juste avant les chicanes. Et ça, c'est vraiment impressionnant comme vitesse de pointe. Et bien sûr, après, il y aura Monza. Mais donc, on va s'acheminer vers un Grand Prix extrêmement court. Alors ici, eh bien, les concurrents et les candidats au titre, si je parle de Damon Hill, sont en train de chauffer leurs pneus. Il y a aussi une petite surprise, une petite inconnue, c'est Berger en première ligne, Johnny. Berger en première ligne qui manifeste ainsi le redressement de l'équipe Benetton qui a surpris sur le circuit d'Hockenheim. Benetton a surpris non pas en raison de progrès en tenue de route, mais surtout de progrès en vitesse de pointe. Jusque-là, les Benetton, depuis le début de la saison, étaient handicapés par rapport aux Williams à moteur égal. Elles faisaient moins bien fonctionner leur moteur parce qu'elles avaient un problème aérodynamique concernant la prise d'air qui alimente le moteur en air. Et apparemment, les petites modifications apportées successivement à cette prise d'air commencent à porter leurs fruits. Ce matin, au cours du dernier rodage, les vitesses de pointe enregistrées ont été les plus élevées, ont été celles de Coulthard et de Villeneuve à 337 km/h, et Alesi se tenait juste derrière eux, 335, alors que Damon Hill se contentait de 330. Damon Hill qui est en pole position et qui aurait intérêt à avoir, s'il réussit bien son départ, qui aurait intérêt à avoir une très très grande vitesse de pointe pour rester à l'abri des attaques de ceux qui le poursuivront. Alors sur fond de stadium absolument surchauffé, voici l'idole de toute une population. Et puis à droite sur votre écran en pole position Damon Hill, à gauche Gerhard Berger. La procédure de départ, on va compter les secondes après les feux rouges et lorsqu'ils s'éteignent, eh bien c'est le signal de l'envolée. Et c'est parti directement ici alors que Berger est devant, j'ai l'impression. Oui, il est devant. Il a foncé vers la trajectoire tout de suite. Et allez-y. Deux Benetton, 2 premières places dans le premier virage. Quel départ canon d'Alesi comme à Silverstone il y a 15 jours.
Et voici les deux Benetton-Renault au commandement de la course. Il y a tellement longtemps qu'on n'avait pas vu cela. C'est vraiment une surprise. Attention, Demoni. Alors là, c'est la ligne droite la plus longue. Les voitures y atteignent 330-335 km/h. On imagine un petit peu la tension qui règne à l'intérieur des cockpits quand il s'agit de rivaliser au freinage, quand on aborde une zone de freinage à des vitesses aussi élevées. Et bien sûr, tout de suite, Demoni est passé à l'attaque. Alors qu'il y a une Arrose et c'est notre ami Verstappen, je crois, qui est arrêté net ici. Je ne sais pas si c'est aileron avant, il a touché quand même. Je crois plutôt que c'est une attaque de Hakkinen sur Villeneuve qui passe. Alors là, confirmation de la bonne santé du moteur Mercedes qui évolue sans arrêt et qui progresse. Alors attention, bientôt au bout de cette ligne droite, la dernière ligne droite du circuit. Les deux Benetton toujours à la parade. Il y a encore des plaques d'humidité, on remarque, Jean-Louis. Avec Berger devant Alesi et Hill qui se fait toujours menaçant. On peut déboîter ici, attention, pas de précipitation. La course est longue malgré tout. Il y a 307 km à faire et ce n'est pas le moment de toucher bêtement dans une chicane. Berger, Alesi, Demonhill et Schumacher. Pourquoi les deux Benetton ont-elles pris un meilleur départ? Serait-elle plus légère que la Williams? Serait-elle partie pour deux ravitaillements et la Williams un seul? Eh bien, c'est la question, sempiternelle question que l'on se pose au début de chaque Grand Prix. On ignore quelle est la stratégie de chaque équipe et là, on peut supposer, avec un risque d'erreur quand même, on peut supposer que les Benetton ont bénéficié d'un poids un peu inférieur à celui de la Williams pour gratter Demonhill dès le départ. Et les deux Benetton à la parade avec le classement qui s'affiche sous nos yeux avec Berger devant Alesi, Hill 3e, Schumacher 4, Coulthard 5, Villeneuve 6, Irvine 7, Hakkinen 8. C'était donc Coulthard qui avait pris un très bon départ. Barrichello 9, Brundle 10, Frentzen 11, Panis 12, Diniz 13. Il y a des drapeaux jaunes. C'était la voiture 14. De Verstappen, Jean-Louis. Oui, Salo 15, Lamy 16, Rosset 17, Katayama à 18. Tout le monde est là puisqu'il y avait 19 voitures au départ. Et puis on a vu que Verstappen avait abandonné. Hakkinen a pris un très mauvais départ. C'est pas lui qui a débordé Villeneuve tout à l'heure, c'est Coulthard, et Hakkinen ne roule qu'en 8e position derrière Irvine, on le voit ici. Et oui, il a peut-être un poids d'essence différent. Ça veut dire que McLaren Mercedes n'a pas mis ses œufs dans le même panier pour ce qui concerne les ravitaillements. On voit que Schumacher. Quand on est à bord de la Ferrari, on voit que Schumacher est à l'ouvrage pour tenir sa voiture en ligne. Il est obligé d'effectuer des corrections incessantes. C'était déjà le cas en essai et en qualification. Toujours les deux Benetton Renault, Berger et Alesi dans cet ordre. 1 seconde et 1 dixième entre les deux hommes. Il est à 1 seconde et 1 dixième d'Alesi. Tandis qu'il y a Schumacher, Coulthard, Villeneuve et Irvine qui n'est pas si loin qu'on croit. Irvine qui m'a l'air pressant sur les talons de Jacques Villeneuve. Et bien sûr, derrière, il y a Hakkinen qui voudrait bien remonter après un mauvais départ, mais aussi peut-être un poids de carburant plus élevé que son équipier Coulthard. Les trois Renault commencent à creuser un léger écart. Les trois Renault, c'est-à-dire les deux Benetton et la Williams de Demonhill, commencent à creuser un léger écart sur Schumacher, dont les possibilités semblent un petit peu limitées. C'est la tenue de route chez Ferrari qui pose des problèmes à Schumacher et Irvine. Schumacher, évidemment, domine sa voiture avec tout le talent qu'on lui connaît. Néanmoins, il ne parvient pas pour l'instant à suivre tout à fait le rythme des premiers. Et on voit que Coulthard le sert de très près. Et voilà, toujours les deux Benetton Renault devant la Williams Renault et la Ferrari. Berger, Alesi, Hill, Schumacher dans cet ordre et Coulthard. Déjà une première scission. Vous voyez juste derrière Demonhill, voilà le premier groupe de chasse, Schumacher, Coulthard, et puis Villeneuve et Irvine, et enfin Hakkinen, les deux Jordan Peugeot, Frentzen qui n'est pas loin, et puis un peu plus loin il y a Olivier Panis et Pedro Diniz, soit les deux Ligier Honda. Attention ici, pas trop d'aspiration. Jean Alesi nous le disait ce matin dans Automoto, il ne faut pas suivre de trop près une autre voiture car en course vous pouvez subir quelques projections désastreuses sur les ailerons ou dans les radiateurs. Berger, Alesi, Hill qui creuse l'écart, un écart de 2 secondes et 3 dixièmes sur le groupe de chasse, une page de publicité et on se retrouve ensuite à Hockenheim. Retour à Hockenheim dans le 5e des 45 tours du Grand Prix d'Allemagne, alors qu'on revoit au ralenti le départ de ce Grand Prix et la superbe envolée des deux Benetton Renault. Berger est passé, vous allez voir que Alesi là-bas au bout à droite déboîte vers la droite et passe également, vu sous un autre angle cette fois. Alors
Il essaye un petit peu de serrer, mais c'est trop tard pour Berger. Il est déjà passé. Allez-y, bien voilà enlevé. Pourquoi Hakkinen a manqué son départ. Il a été tassé. Il a été un petit peu tassé par... Et ça a freiné chaud derrière. Et l'on revient sur le groupe de tête dans le 5e tour de course avec toujours Berger devant Alesi à 9 dixièmes. Et pourquoi ça? Eh bien parce que Alesi a battu le meilleur tour en course, 1,47 et 8 dixièmes, ce qui l'a mené à 228 km/h de moyenne. Et voilà que maintenant Demonil répond, lui aussi, meilleur tour en course, 1,47 554. Demonil donc passe à l'attaque. Le groupe de chasse, c'est Schumacher et Coulthard derrière à 4 secondes environ. Et puis un peu plus loin, un autre groupe de chasse, Villeneuve, Irvine et Hakkinen. Alors, en revanche, alors que vous voyez le panoteur de Demonil, une moins bonne nouvelle pour ce qui concerne l'équipe Ligier Honda, puisque Olivier Panis s'est déjà arrêté à son stand pour changer de pneu. Peut-être est-ce une crevaison. Petit incident peut-être. Oui. On en saura plus tout à l'heure, alors qu'il y a toujours cette formidable image des deux Benetton Renault et de la Williams Renault lancée à près de 340 km/h et qui freine ici pour ces chicanes qui se négocient aux environs de 100 km/h. C'est splendide à voir. Demonil reste au contact des deux Benetton Renault avec un écart de 8 dixièmes environ sur Jean Alesi. Voilà, ça c'est Schumacher suivi de Coulthard. Et puis Villeneuve est en train de refaire un petit peu de terrain puisqu'il a sensiblement largué Irvine. Il le pressait tout à l'heure. Irvine est un peu plus loin avec Hakkinen dans ses roues, alors qu'ici c'est Schumacher et Coulthard. Les McLaren Mercedes tiennent bien le coup dans le groupe de tête, mais elles sont déjà à environ 6 secondes du leader qui est Gerhard Berger. On l'a entendu, le V10 Mercedes en 6e. C'est une évolution du moteur. Mercedes a pris ce risque alors que le moteur n'était pas tout à fait validé pour la course, mais il a donné tellement de bons résultats à Silverstone en qualification et puis ici pendant tous les essais, et bien que le staff de McLaren Mercedes a choisi de l'engager en course. Irvine et puis Hakkinen, Irvine 7e, Hakkinen 8e, tout le monde est là encore et c'est bien entendu Panis qui ferme la marche alors qu'il y a une première attaque, hein, on peut dire ça, un semblant d'attaque. D'intimidation. Ce qu'il y a d'assez intéressant dans la performance des McLaren en ligne droite, c'est qu'on le voit sur les vues frontales, là, les vues de face. On voit qu'elle traîne un aileron un peu plus sensiblement plus important que leur rival. Si vous voulez, les plus fins, les ailerons les plus fins sont ceux des Benetton et des Williams. Puis la Ferrari semble avoir un cran au-dessus et la McLaren un cran au-dessus encore, celui de la Ferrari. C'est-à-dire que avec un aileron qui est relativement important, les McLaren parviennent cependant à avoir une excellente vitesse de pointe. C'est dire la santé de la dernière évolution de leur moteur Mercedes-Ilmer. Et les vitesses de pointe, on va en parler tout de suite. Je regarde notre chronométrage. 331 km/h pour Berger, 335 pour Alesi, 340 pour Hill, 338 pour Coulthard. Les deux McLaren sont à la poursuite chacune d'une Ferrari. Coulthard talonne Schumacher et Hakkinen talonne Irvine. Les Ferrari qui ont couvert 6 tours, qui sont dans leur 7e, donc qui ont battu leur record de distance si on se réfère aux 3 derniers Grands Prix. Oui, bien sûr. Alors que Pierre Van Vliet, vous êtes dans un stand, je crois, chez Ligier Honda. Absolument, Jean-Louis, pour vous confirmer ce qui s'est passé avec Olivier Panis. Un plat dans un pneu après un freinage un peu tangent lors du premier tour et des vibrations inquiétantes dans le train avant. Olivier a préféré s'arrêter pour chausser un nouveau train de pneumatique d'entrée de jeu. Voilà qui peut bouleverser la tactique de Ligier Honda alors que Demonil se fait un petit peu plus pressant sur les talons de Jean Alesi. Il était à 1 seconde et 1 dixième, il était à 8 dixièmes et maintenant il est à 7 dixièmes sur le dernier point de chronométrage alors que Berger a pris un petit peu de champ, 1 seconde et 3 dixièmes seulement dans cet énorme stadium. Regardez, cette vue est saisissante, cette vue d'hélicoptère avec 110 000 spectateurs assis dans leur tribune avec naturellement chacun en main un drapeau ou une casquette Schumacher. On peut dire ça. Marchand de casquette a fait fortune. Ici, oui, absolument. Voici Demonil toujours en 3e position. Il est dans l'aspiration d'Alesi, mais il se tient un peu à l'écart et par conséquent, il n'est pas en position de passer pour l'instant, surtout dans cette ligne droite qui est un petit peu plus étroite que les autres et qui ne permet pas l'attaque à cette chicane. Berger a creusé un léger écart sur Alesi, là, dans le virage qui suit les stands. On le voit. 3
quarantaine de mètres, 50 mètres peut-être, alors qu'ils étaient passés tout près l'un de l'autre au tour précédent. Là, l'écart s'est légèrement creusé. Mais à ce moment-là, mon cher Tony, ce serait peut-être, pourquoi pas, deux stratégies différentes, ce qui donnerait quand même une certaine allure à la course d'Alési ou bien celle de Berger. Tout de suite, c'est facile, top tour. Quels étaient les trois pilotes en tête au moment du signal? 36-15, code TF1. Et regardez là-bas dans le fond, le groupe de chasse, les deux groupes de chasse qui se regroupent finalement, puisque Villeneuve est en train de faire la jonction avec Coulthard, ce qui nous donne donc Schumacher, Coulthard, Villeneuve, Irvine et Häkkinen, c'est-à-dire Ferrari, McLaren, Mercedes, Williams, Renault, Ferrari et McLaren, Mercedes. Le groupe des Jordan Peugeot, lui, est plus loin. Ils sont Barrichello à 6 secondes et 6 dixièmes du groupe Irvine, Häkkinen, et Brundle est lui à 1 seconde et 2 dixièmes un peu plus loin. Alors ce qui va jouer un rôle assez important en dehors de la stratégie des ravitaillements, ce qui va jouer un rôle assez important dans le déroulement de la course, c'est la tenue des freins. Depuis le début des essais, beaucoup d'ennuis de freins un petit peu partout dans différentes équipes, dû au fait que les voitures roulent avec très peu d'appui ici. Elles ont très peu de charge aérodynamique et cela aggrave un petit peu les difficultés de freinage. Les voitures ont tendance, quand les pilotes arrivent à 330 à l'heure sur les zones de freinage comme celle qui va se présenter ici à la chicane numéro 1, ils ont tendance, plus la voiture s'échauffe, plus les roues arrière ont tendance à bloquer. Alors vous voyez un petit peu le péril devant lesquels les pilotes sont placés. Alors à eux de jouer avec la répartition des freins pour éviter justement que le transfert de freinage se fasse progressivement vers l'arrière, ce qu'il avait tendance à faire aux essais. Et là, en course, il s'agit donc de veiller à maintenir un équilibre en jouant avec le système de répartition dont le pilote dispose à bord. Et il faut se rappeler naturellement de Silverstone, alors que Schumacher jette sa Ferrari dans tous les coins des chicanes. Il faut se rappeler l'incident Benetton-Renault à Silverstone, qui a d'ailleurs motivé une longue intervention sur le circuit Paul Ricard lors d'essais privés de nos amis de Carbone Industrie, qui fournissent les disques de frein chez Benetton, mais dans toutes les équipes. C'est eux qui ont été obligés de travailler, les pauvres. Ils ont été mis en contribution par Benetton, alors que Desmonil se fait un peu plus pressant ici. Non, ça ne passe pas encore. Et oui, et donc je disais que Benetton Renault s'était responsabilisé pour l'histoire de Silverstone. Et quand même, ici, Alési a éprouvé plusieurs problèmes de ce côté-là lors des essais, et notamment hier pendant les qualifications. Et ceci explique peut-être cela. En tout cas, Alési, il a toujours Desmonil collé à ses basques à 8 dixièmes, alors que Coulthard ici est dans l'aspiration de Michael Schumacher à environ 6 dixièmes selon le point de chronométrage. Schumacher qui va perdre de vue le trio de tête. Il est maintenant pointé à 8 secondes de Desmonil, c'est-à-dire que l'écart est définitivement joué, enfin définitivement, il est joué pour l'instant jusqu'au premier ravitaillement. Mais pour en revenir encore un petit mot sur le problème de frein, en fait, plus que les disques de frein, le problème concerne les étriers. Apparemment, on en a discuté avec certains techniciens des grandes écuries, c'est surtout un problème d'étrier. De refroidissement aussi peut-être. Et un surcroît de puissance de freinage sur les roues arrière, du fait que désormais les étriers sont du même calibre pour les roues avant que pour les roues arrière. Une facilité de fabrication de la part des deux fabricants d'ailleurs. Et c'est ce qui pose un problème de gestion de ce frein pour les techniciens quand il s'agit de préparer la course et pour les pilotes quand ils sont en course. Attention, Desmonil dans l'aspiration de Jean Alési. Pour en venir un dernier détail, c'est vrai que lorsque vous avez un problème de frein sur l'arrière, eh bien, dans le jargon automobile, on dit que l'arrière veut passer devant. C'est ce qui est synonyme de tête à queue. Et imaginez que c'est une situation pour le moins très inconfortable. Berger en tête avec 1 seconde et 9 dixièmes d'avance sur Jean Alési qui se laisse quelque peu distancer. Derrière, il y a Hill qui est dans l'aspiration mais qui déboîte de temps en temps pour bien entendu faire rentrer de l'air frais dans ses radiateurs de façon à ne pas surchauffer son moteur. Plus loin, Schumacher à 10 secondes du groupe de tête mené par Berger. Schumacher, Coulthard, Villeneuve, Irvine, Häkkinen, ils se sont tous récupérés et roulent de concert, déjà légèrement distancés même par ce trio de tête qui ne bronche pas, qui est absolument superbe.
température monte, en tout cas, là aussi, il peut y avoir une incidence sur les freins et sur les moteurs. Il fait 30, la piste est à 30 degrés au soleil, puisque le soleil commence à filtrer, alors qu'elle était, après la petite ondée de midi, elle était tombée à 21-22 degrés, et qu'au moment du départ, elle était à 28 degrés, elle est montée à 30. Hakkinen dans la ligne droite avec ce moteur V10 Hillman Mercedes qui hurle les chevaux. C'était chaud, c'était très très chaud. Il est en position d'attaque bientôt, Mika Hakkinen, mais vous voyez que à chaque réaccélération, eh bien, le moteur Ferrari, la Ferrari d'Irvine, reprend un petit peu de champ. Des pilotes qui ne se ménagent guère, Irvine et Hakkinen, et tous les deux sont pour l'instant en dehors des points. Ils sont 7e et 8e, c'est dire la difficulté qu'il y a à entrer dans les points. 7e et 8e, emmenant la cadence qui mène, et ils sont suivis, mais assez loin, par les deux Jordan Peugeot, tandis que derrière, Panis est remonté en 15e position, et qu'il y a toujours 18 voitures en course après l'abandon de Verstappen au premier tour. Alors les écarts sont très faibles, Jean-Louis. Allez-y, oui. Vous l'avez souligné, aussi bien entre les trois premiers que dans ce groupe de chasse qui s'est précisément regroupé. Et donc les ravitaillements, les stratégies d'arrêt au stand vont être d'autant plus importantes que les dépassements ont l'air difficiles sur ce circuit, puisque c'est pas évident avec aussi peu d'appui dans les freinages d'aller chercher le concurrent qui vous précède. Donc ceux qui ont décidé de faire un seul arrêt par rapport à ceux qui en font deux, eh bien, vont peut-être profiter de cette bonne stratégie pour gagner des places sur la piste sans vraiment dépasser leurs rivaux directs. Et Alési a repris un petit peu de champ. Alors on va en profiter pour faire un point sur le classement. 1 Berger, 2 Alési, 3 Hill, 4 Schumacher. Le voici avec Coulthard qui ne se ménage pas derrière. Ni Villeneuve, ni Irvine, ni Hakkinen. Le 9e est Barrichello, le 10e Brundle, le 11e Frenzen, le 12e Diniz, le 13e Herbert, le 14e Salo, le 15e Panis. Il est remonté de la 18e place, Panis. Il cravache vers l'avant, le 16e est Lamy, le 17e Rosset et le 18e est fermant la marche, Ukyo Katayama avec sa Tyrrell Yamaha. Tyrrell Yamaha qui a joué un petit tour à sa façon pendant les qualifications en équipant les deux voitures de Salo et de Katayama de 4 roues avant. C'est-à-dire qu'à l'arrière, au lieu d'avoir les pneus larges comme on peut les voir ici à l'image, eh bien les deux Tyrrell ont fait la piste avec des pneus étroits, c'était des roues avant, et de façon cela a gagné en ligne droite, étant donné que ici les lignes droites sont tellement longues et qu'il y a tellement à y gagner que même si elle perdait dans ce cas-là blocage de roue de Coulthard de freinage de la chicane numéro 3, même si elle perdait au passage du stadium, finalement Katayama a réussi à améliorer son temps dans cet équipage assez peu ordinaire, disons, mais chez Tyrrell on a bien spécifié que ce qui était jouable sur un tour lancé, un seul tour en qualification ne le serait sûrement pas en course, où les pneus arrière seraient soumis à une trop rude épreuve, et là les Tyrrell roulent avec des roues conventionnelles. Ça a permis à notre ami Vincent Franceschini, qui est l'attaché de presse français de l'écurie de Ken Tyrrell, de dire qu'on avait retrouvé des Tyrrell à 4 roues avant. Référence faite à la célèbre P34 qui en avait 6 et 4 bien entendu à l'avant. Alors Berger, Alési, Hill et le groupe Schumacher, Coulthard, Villeneuve, Irvine, Hakkinen eh bien, est en train de perdre du terrain. Il était à 7 secondes, ce groupe il est passé à 8, 9 et maintenant 10 secondes du trio de tête qui roule toujours dans un écart de 2 secondes et 4 dixièmes. Ici, dans l'aspiration de Schumacher, Coulthard se fait pressant. Ensuite, Villeneuve, Irvine, Hakkinen et Barrichello est un peu plus loin, alors qu'on me signale qu'on se prépare tranquillement chez McLaren pour un changement de roue. On amène les pneus. Nous voyons cela d'ici dans notre cabine de commentaires qui est en face du stand de McLaren, et sans doute que Pierre Van Vliet va devoir aller aux nouvelles. Pour l'instant, on suit Hakkinen en plein effort en 8e position. Un survirage bien contrôlé de Schumacher. Ces pneus arrière commencent à surchauffer. Et oui, sans doute. Et puis, Johnny, on dit survirage, sous-virage aussi de temps en temps. Là, il la bouscule, sa Ferrari Schumacher. C'est pour ça qu'il lui faut une voiture extrêmement solide. Mais pour l'instant, croisons les doigts pour la Scuderia. Les voitures sont toujours là.
pas, surtout sur ce circuit d'Hockenheim extrêmement exigeant pour les moteurs. Eh bien, ne crions pas trop victoire pour l'instant, mais les Ferrari ont pour l'instant fait mieux que les 3 dernières catastrophes de Montréal, de Manicourt et de Silverstone. 2 belles bagarres en tout cas entre les 3 premiers et entre leurs 5 poursuivants. Ah oui, c'est vraiment dans l'aspiration, là c'est vraiment au mètre près. Bien sûr, il faut faire attention dans le stadium, on a un peu d'appui, c'est là que c'est très délicat. Je rappelle la parole de Jean Alesi, il faut tenir un filet de gaz, c'est-à-dire l'accélérateur légèrement ouvert pour contenir le rythme. Attention, un arrêt chez McLaren. C'est Hakkinen normalement. Les couvertures chauffantes sont enlevées. Steve Nichols fait signe à son pilote de s'arrêter. Mika Hakkinen qui anticipe peut-être son premier arrêt dans la mesure où il était plus rapide qu'Eddie Irvine qui le précédait et qu'il perdait du temps. Alors tant qu'à faire 2 arrêts, eh bien autant anticiper le premier, ce que fait le pilote finlandais et son équipe. 8 secondes et 3 dixièmes. Aïe. Non, il a un problème d'embrayage, le moteur tourne. Oui, je vous confirme ça, le moteur tournait. 8 secondes et 3 dixièmes, en réalité ça fait au moins 12 secondes ici pour Hakkinen qui a eu du mal à redémarrer des stands. Attention, alerte du côté de l'embrayage, à moins que... La première a sauté peut-être, oui, il accélère voilà. au point mort. Et puis là, il est à l'arrêt. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Quel dommage, quel dommage. Voilà le premier rebondissement de ce Grand Prix d'Allemagne. L'abandon très probable de Mika Hakkinen, alors qu'ici c'est Pedro Lamy sur la Minardi Motorford. L'abandon de Mika Hakkinen qui a eu l'air de ranger sa voiture sur le bas-côté après un ravitaillement dans le 13e tour, la fin du 13e tour, le début du 14e tour. Ça c'est un problème de transmission. Et oui, sans doute, parce que son moteur tournait, Pierre Van Vliet l'a confirmé, et peut-être que c'est une vitesse qui a sauté, un arbre de transmission en délicatesse. Bref. Et un moteur peut-être un petit peu plus fragile, ou prenant peut-être davantage de tours. Alain Prost nous avait dit ce matin que entre Hakkinen et Coulthard, ben effectivement Hakkinen avait un moteur un peu plus performant mais peut-être moins fiable. Voilà Hakkinen qui abandonne. Pierre, on voit cela avec sa caméra embarquée, il remet le volant dans le cockpit de la McLaren Mercedes. C'est donc fini pour le Finlandais alors qu'on attend une Ferrari et c'est Irvine. Premier ravitaillement lui aussi. Ça c'est rien, c'est un petit peu de surchauffe, c'est normal, c'est le trop plein de liquide de refroidissement. Ah, il a mis beaucoup d'essence, 9 secondes et 9 dixièmes. Il est passé, oui, au ras d'un moteur calé. Voilà donc la première vague de ravitaillement pour ceux, Johnny Rive, qui probablement vont en effectuer 2. Ouais, apparemment, je suis assez surpris que ça arrête déjà les premiers ravitaillements surviennent quand même un petit peu avant le tiers de la distance, 13e et 14e tour pour 45 tours au total. Si la chaleur monte encore, comme elle l'a fait jusque-là, ça peut poser une fin de course difficile pour ceux qui ont écourté leur premier relais. Elle monte sûrement la chaleur, Johnny, parce que le meilleur temps au tour est toujours celui de Damon Hill, 1:47.554, et ça, c'était au 4e tour. Et vous voyez que maintenant, Berger tourne en 1:47.9, Alesi en 1:48.2, Hill en 1:47.9, Schumacher en 1:49.4, Coulthard en 1:49.3. Vous voyez que la chaleur a certainement grimpé et que par conséquent, eh bien, la tenue des pneus s'en ressent très largement. Et maintenant, le peloton de chasse que l'on a ici sous les yeux, eh bien, n'est plus constitué que par 3 Formule 1, 3 pilotes, Schumacher, Coulthard, Villeneuve, lancés à la poursuite de Berger, Alesi et Hill. Berger et Alesi sont toujours séparés par le même écart qui varie entre 1,2 et 1,6 au tour, c'est-à-dire que Alesi contrôle sa position par rapport à Berger. J'avais peur qu'il soit un petit peu lâché par l'Autrichien qui ne puisse pas le suivre, mais apparemment il laisse un léger écart entre sa Benetton et celle de son camarade Berger, mais il maintient le même rythme derrière celle-ci. Et là, je ne peux pas m'empêcher, alors qu'il reste 30 tours, je ne peux pas m'empêcher d'admirer Schumacher qui, en sortie de stadium, à chaque fois qu'il récupère l'avant de sa Ferrari d'une force absolument extraordinaire. Il a vraiment le coup de volant magique, ce garçon. Alors, on parlait de température, il fait 26 maintenant sur le circuit d'Hockenheim et la piste est à 32 degrés. Ça chauffe donc
et ça doit chauffer également pour les moteurs et pour les pneus. Ça, ce sont les prémices d'Hockenheim, mais vous allez voir que ce circuit est véritablement usant. Alors qu'on se prépare à un deuxième arrêt chez McLaren, on tourne une page de publicité et on se retrouve ensuite ici à Hockenheim pour la suite du Grand Prix d'Allemagne. Retour à Hockenheim dans le 18e des 45 tours de la course, mais pour l'instant il y a quelque chose qui se passe et c'est extra Grand Prix, Pierre Van Vliet. Oui, Jean-Louis, c'est même tout à fait extra sportif. Ça se situe dans le centre média qui est ici derrière le paddock, la salle de presse. En réalité, il y a eu une alerte à la bombe, un appel téléphonique anonyme qui a signalé qu'une bombe allait exploser dans le centre de presse du Grand Prix d'Allemagne, ici à Hockenheim. Les organisateurs ont pris la chose au sérieux. En tout cas, ils sont en train de vérifier tous les bagages ou tous les colis qui pourraient paraître suspects dans cet endroit en particulier. Mais pour l'instant, il n'a pas encore été décidé d'évacuer la salle de presse. Tous les journalistes, évidemment, effectuent leur travail en suivant la course comme vous sur vos petits écrans. Espérons qu'il ne s'agisse que de l'œuvre d'un mauvais plaisantin inspiré par les événements tragiques d'Atlanta hier. D'accord, Pierre, on veut bien vous croire. Alors que sur les écrans, eh bien, c'est pleine charge entre Schumacher en 4e position et Villeneuve en 5e position. À noter que Herbert est arrêté depuis 1 minute maintenant au stand de Sauber Ford et que le capot arrière est levé. C'est signe que c'est grave. En tout cas, en tête, toujours Imperio, Berger, Alesi et Hill, toujours avec 2 secondes et 3 dixièmes. C'est ça la fourchette des 2 Benetton Renault et de la Williams Renault en tête de ce Grand Prix d'Allemagne, alors que le groupe Schumacher-Villeneuve que vous aviez sous vos yeux, ici sans doute un ralenti pour nous montrer comment Schumacher ne ménage pas sa Ferrari. Eh bien, ce groupe Schumacher-Villeneuve, il est maintenant à 15 secondes des leaders. Et puis plus loin viennent Barrichello 6e, Brundle 7e, Coulthard 8e, Irvine 9e, 10 Diniz, 11 Panis, 12 Frenzen, 13 Salo, 14 Katayama. Mais on en saura un peu plus tout à l'heure lorsqu'aura eu lieu la vague de ravitaillement de ceux qui, à mon avis, Johnny, vont essayer de n'en faire qu'un. Voilà. Puisqu'on est à 19 tours maintenant, oui. Et que la mi-course c'est environ 22 tours. 22-23 tours. Et là pour l'instant, parmi ceux qui ont choisi d'en effectuer 2 et ceux qui ont probablement choisi d'en effectuer 1, on peut constater que Coulthard, qui s'est déjà arrêté une fois, s'est retrouvé avec le groupe des 2 Jordan Peugeot. Barrichello est 6e, Coulthard 7e, Brundle 8e, un trio de voitures qui roule assez loin des premiers, mais on peut constater que parmi ces 3 voitures, eh bien, toutes les 3 s'arrêteront encore une fois, bien que Coulthard se soit déjà arrêté une fois, il en aura 2 d'arrêt, alors que chez Jordan, on va certainement s'arrêter une seule fois. Qui aura eu raison, il faudra voir ça à la fin de la course, mais en tout cas, pour l'instant, étant donné que dans les 8 leaders initiaux, il y a eu un abandon et le ravitaillement de Coulthard, l'abandon étant celui d'Hakkinen, eh bien, cela permet à Barrichello d'accéder à la 6e place, c'est-à-dire d'entrer dans les points. Et on a vu le panneau IN pour Desmanil. Ça veut dire qu'au tour suivant, ce sera à lui de s'arrêter, alors que eh bien, le groupe de tête, Berger, Alesi, il rejoint les premiers retardataires. Et on m'a signalé en ce temps que c'était fini pour Johnny Herbert, qui a dû abandonner. Berger, ne pas perdre trop de temps derrière la petite Minardi de l'ami, alors que là c'est un dépassement imparable. Et non, pas imparable du tout, il a été tout droit et il est repassé. C'est Coulthard. Et oui, c'est Coulthard. Il a dû faire un plat sur le pneu avant droite. Si le plat n'est pas trop important, il n'engendrera pas de vibration et Coulthard va pouvoir continuer au rythme élevé qu'il avait choisi, mais si il se traduit par des vibrations sur la McLaren, Coulthard va être obligé de faire comme Panis en début de course, de s'arrêter pour mettre encore de nouveaux pneus. Et c'était Barrichello qui a fort justement profité de la situation. Aspiration, l'ami Jean Alesi déboîte, Desmonil également, bien à l'écart. Oui, ça c'est du beau travail. On voit que ça n'est quand même pas facile. L'ami plafonne à 317 km/h, il va 20 km/h moins 8 et pourtant, malgré cette grande différence, on voit que ça n'est quand même pas facile de dépasser un retardataire. Alors, on imagine la difficulté qu'il y aurait si Desmonil voulait s'attaquer à Jean Alesi et que Jean Alesi n'ait aucun problème de frein. Évidemment, si Jean Alesi avait des problèmes de frein comme à Silverstone, ce serait facile pour Desmonil, mais tant que les 2 voitures conservent leur qualité, leur force,
eh bien, c'est quasiment impossible de passer. Johnny, c'est un Demonil au stand. Oui, Johnny, c'est a priori le cap, puisque voilà, il rentre. il y a toujours une seconde et un dixième entre Berger et Alesi, ça n'a pas bougé. Alors chez Williams, eh bien les pneumatiques sont prêts, ils sont chauffés à la bonne température, les pistolets pneumatiques crépitent, ils s'arrêtent très calmement, un petit peu de poussière qui sortent des freins, rien de grave, on sent que ça chauffe quand même. Un bon arrêt de 8 secondes pour Demonil. 8 secondes et un dixième. Alors là, il nous laisse dans l'expectative Demonil, parce qu'il aurait pu peut-être boucler les 25 tours restants avec ce plein, mais 8 secondes, c'est pas beaucoup d'essence quand même. Donc là, je pense que Williams-Renault a joué une carte stratégique un peu différente. Attention, là, il y a quelque chose qui s'est passé. On regarde quoi? Tête à queue. Tête à queue, qui traverse la piste. Qui va échouer contre les barrières. Oui, il tape fort quand même. Hein. Il tape fort. Un aileron cassé. Et c'en est fini pour Katayama. À l'endroit où il y a un peu plus loin, la Rose Hart de Verstappen. Katayama sorti de la piste. Il a perdu le contrôle de la voiture sur un vibreur et celle-ci va être évacuée. Alors, voilà donc les deux Benetton Renault maintenant bien débarrassés de la pression de Demonil. Momentanément. Berger, oui, momentanément. Berger devant Alesi, toujours à 1 seconde et 5 dixièmes, tandis que chez Williams-Renault, eh bien, je crois que le stand maintient la pression et probablement que Villeneuve ne va pas tarder à s'arrêter également. Voilà qui va dégager les roues de Schumacher, puisque Schumacher, il subit la pression constante de Villeneuve maintenant. Alors tout de suite, un petit point top tour pour voir si vous avez suivi. 36-15 code de TF1 pour jouer et puis un abandon chez Ligier Honda. C'est la Ligier de Diniz qui a été poussée hors de la piste maintenant par les commissaires du Grand Prix d'Allemagne. Je vous confirme que les mécaniciens Williams attendent Jacques Villeneuve qui va s'arrêter incessamment. On se prépare également chez Benetton les leaders et puis chez Ferrari, mais chez Benetton et chez Williams c'est tout proche. Alors attention, ça c'est le tournant peut-être de ce Grand Prix d'Allemagne. Qui va entrer en premier chez Benetton Renault? Les voici, les deux voitures qui mènent le Grand Prix d'Allemagne depuis son départ, depuis 22 tours. Schumacher avec Villeneuve, on va voir si Schumacher rentre à son tour. Chez Ferrari, on se prépare également, c'est pour le tour suivant. Barrichello au stand pour son premier arrêt lui aussi avec la Jordan Peugeot. Complètement largué en performance pure ici à Hockenheim malgré une bonne vitesse de pointe du moteur V10 français. Et oui, ça veut dire que ça marche bien chez Jordan du côté du moteur, mais pas du côté du châssis. 10 secondes et 4 dixièmes pour Barrichello. À mon avis, il a fait le plein pour aller jusqu'à l'arrivée. Schumacher, Villeneuve et Hill après son ravitaillement. Ça, Johnny, c'est intéressant. Oui, il se retrouve dans le sillage de Schumacher et de Villeneuve. Il pourrait en souffrir si ceux-ci tardaient à ravitailler. Mais on peut penser que et la Ferrari, d'ailleurs je vois que les mécaniciens sont prêts chez Ferrari à accueillir Schumacher et que ceux de Williams sont prêts aussi à accueillir Villeneuve, ce qui fait que Demonil va bientôt se retrouver troisième comme avant son ravitaillement. Loin bien sûr, il est à 23 secondes de la Benetton de Berger. Attention la Benetton, c'est Jean Alesi. Voici, c'est Alesi. C'est Jean Alesi qui s'arrête chez Benetton. Alors espérons que tout se passe bien pour Jean. Voilà, l'essence coule, pas mal d'essence quand même, 9 secondes, 10 secondes. 10 secondes 3, il ira lui aussi au bout comme ça, et ça c'est intéressant. Ah, ils sont en même temps, au moment où Demonil passe devant nous, Jean... Et voilà Schumacher qui s'arrête en même temps que Villeneuve. Ils étaient roue dans roue sur la piste. Ils sont l'un derrière l'autre, voisins de stand. Et donc ce sont les mécaniciens qui vont faire la différence. Je crois que la Ferrari va repartir. Ils repartent exactement en même temps. Regardez Villeneuve. Oui, il avait un petit peu d'élan, mais bien entendu, il ne peut pas doubler là. Villeneuve qui a essayé de passer dans les stands. C'est ça que vous vouliez dire, Pierre. Oui, on l'a vu. Et regardez, il réattaque dans le dur tout de suite, roue dans roue. Attention, messieurs, les pneus ne sont pas tout à fait à bonne température. Attention au premier freinage. Là, franchement, il ne s'en laisse pas compter, Schumacher. Une crevaison, hein, c'est Brundle. Une crevaison à l'arrière droit de Brundle qui va devoir
gagner le stand. Bientôt sur 3 roues. Il lui reste encore du chemin à Brundle. Attention. Alors j'ai cru voir Jean-Louis, j'ai cru voir Damon Hill passer au moment où Jean Alesi reprenait la piste. Là, Williams prenait l'avantage dans le droit qui suit le stand. Il est passé Villeneuve. Il est passé. Il a dû l'avoir au freinage. Il a pris Schumacher à froid, un petit peu comme il avait fait après son ravitaillement en Australie dans son duel fratricide contre Damon Hill. Il a dû le prendre, oui, à froid. En tout cas, on va peut-être revoir les images au ralenti. Schumacher qui penche la tête pour donner la meilleure aspiration possible dans la prise d'air dynamique du moteur Ferrari. Voilà Berger, le leader. Le leader de ce Grand Prix d'Allemagne, Gerhard Berger. Une dizaine de secondes d'arrêt pour Jean Alesi tout à l'heure. Qu'en est-il pour Gerhard? Un peu moins peut-être. Et non, mais beaucoup d'essence. Peut-être pour aller au bout. Peut-être que Jean Alesi va déboucher devant les stands. Non, ce sera Damon Hill. Et ça va être chaud au freinage de la première chicane. Damon Hill, et non, Alesi, il va repasser juste derrière Berger qui est reparti. Oui. Ah, c'était juste, mais oui, Berger, il en a mis un petit peu plus d'essence étant donné qu'il est resté plus longtemps en piste. Et voilà le rebondissement, le tournant de ce Grand Prix d'Allemagne avec un meilleur tour en course pour Damon Hill, une 47, 0,47. Voilà, attention, il a l'avantage sur les deux Benetton. Damon Hill, bien joué Williams. Très bien joué, très bien joué. Là, il va se laisser aspirer par la Minardi de Pedro Lamy. L'extérieur ici et le freinage tout de suite. Meilleur tour en course, je vous l'ai dit, pour Damon Hill qui a intérêt maintenant à cravacher pour rejoindre, bien sûr pour prendre un écart très important sur les deux Benetton Renault. Il a été mené depuis le début de la course, Damon Hill, et grâce à la stratégie de Williams Renault, eh bien, il passe en tête de la course maintenant, alors que nous sommes dans le 24e tour de ce Grand Prix d'Allemagne. Le balai des ravitaillements continue avec Brundle qui est rentré sur la jante, vous l'avez vu, avec l'arrière droit crevé. Donc il est reparti alors, il est reparti. Et puis Olivier Panis avec la J Honda qui s'était déjà arrêté en début de course, également avec un problème de pneumatique, et qui ravitaille maintenant à son tour, suivi bientôt par Mika Salo. Les deux Benetton Renault qui ont déboîté l'une et l'autre, l'une pour comment dirais-je, Lamy, l'autre pour Rosset avec la Rose. Et on va voir maintenant si elles peuvent se regrouper, ces deux Benetton Renault, pour aller chercher la Williams Renault de Damon Hill, désormais en tête de ce Grand Prix d'Allemagne. Et il passe en tête, voilà, Damon Hill sur la ligne de chronométrage. P1 lui a indiqué son mécanicien. Berger est à 3 secondes et 2 dixièmes et Alesi est à 1 seconde et 8 dixièmes de Berger. Alors là maintenant, Johnny, ça va se faire dixième par dixième, ou pour perdre du terrain, ou pour en gagner. C'est la vitesse des pilotes qui va compter dans un premier temps, et puis c'est la résistance de leur mécanique dans un deuxième temps. Si les Benetton réussissent à revenir, il y a les drapeaux jaunes agités là, c'est parce que le tracteur va sortir la tirelle de sa fâcheuse posture. Oui. Si les Benetton parviennent à rejoindre la Williams de Damon Hill, ce qui reste à prouver, parce qu'il a l'air de mener un train d'enfer, hein, Damon Hill. Si elles y parviennent, après, le problème, ce sera de dépasser la Williams du leader du championnat du monde. Et dans ce cas-là, ce sera la résistance de leurs freins, la tenue de leurs freins en fin de parcours, qui pourra être déterminante. Alors le point sur le classement pour ce qui concerne les 6 premiers. Vous voyez que Villeneuve lui aussi s'est débarrassé de Schumacher qui est à 2 secondes et 2 dixièmes. Irvine 7, Panis au stand 8, 9e Barrichello, 10e Frenzen, 13e Rosset, 14e Brundle, 15e Herbert. Entre les deux, il y a Panis, Salo et Lamy. Alors un qui boit du petit lait, Jean-Louis, c'est Adrian Newey, l'ingénieur de l'écurie Williams, parce qu'en l'absence de Patrick Head, le directeur technique chez Williams, qui est en vacances, eh bien, Adrian Newey a la charge, la responsabilité justement de superviser la stratégie des deux voitures. Voilà, on voit le dépassement de Villeneuve sur Schumacher. Il a été formidable. Villeneuve, il a été plus loin. Et pourtant, Schumacher n'avait pas ménagé ses efforts. Le freinage est chicane numéro 1, ça c'est pas possible. Bien sûr que c'est le jeu, mais la Ferrari a amorcé une légère mise en dérapage et quand même Villeneuve a tenu son cap et il a réussi à prendre le meilleur sur le champion du monde en titre. Alors,
Un point sur le classement maintenant. 1 Hill, 2 Berger à 4 secondes et 7 dixièmes. 3 Alesi à 3 secondes de Berger. 4 Coulthard à 15 secondes d'Alesi. 5 Villeneuve proche de Coulthard, 4 secondes et demie. 6 Schumacher à 3 secondes. Et Irvine qui n'est pas loin de Schumacher. Comme vous le voyez là-bas dans le fond de votre écran. 8e Barrichello, 9e Frentzen, 10e Panis, 11e Salo, 12e Lamy, 13e Rosset, 14e Brundle et 15e Herbert. Pour l'instant, il y a toujours 15 voitures en course, ce qui est pas mal pour ce Grand Prix qui est très exigeant dans le domaine des moteurs. Mais bien sûr, la température continue de monter et peut-être que la fiabilité des voitures va en pâtir. Il fait plus de 26 degrés maintenant et la piste est à 35 degrés. Il y a un petit demi-tour d'écart entre Damon Hill qui mène le Grand Prix d'Allemagne et Irvine qui est 7e et dernier du premier groupe, si on peut parler de groupe alors que les 7 voitures sont échelonnées. Irvine sortait du stadium lorsque Damon Hill abordait la chicane Est. Ça c'est Flavio Briatore qui regardait le ravitaillement de son équipe. Poursuivez Johnny. Il a l'air content. Je disais donc qu'il y a un petit demi-tour d'écart, petit parce qu'il n'inclut pas le stadium, ce demi-tour-là, mais cela permet de saisir un petit peu l'écart qu'il y a entre le premier et le 7e. Les deux Ferrari toujours en course, mais qui sont 6e et 7e derrière les F1 les plus performantes de ce début de saison. Alors ça se complique parce que maintenant l'écurie Williams en est à parler en code secret avec Damon Hill. C'est 8-0 avec sa position. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire tout cela? Eh bien, on en saura un peu plus dans quelques instants, alors que Damon Hill poursuit son attaque en tête de la course. Une 46 504, 230 km/h de moyenne. Ça commence à devenir impressionnant. Il creuse l'écart. Les Benetton soutiennent une cadence de 1 minute 48 au tour, et même Alesi un peu moins bien. Une 48-9. Il doit peut-être été gêné par un retardataire, Jean. Mais en tout cas, sur Berger, qui a été le plus rapide des deux Benetton, Damon Hill a creusé en un seul tour un écart de 1 seconde 5. Et maintenant, son avance sur l'Autrichien s'élève à 6 secondes 2. Je me demande. Oui, Pierre, allez-y. Jean-Louis, je me demande si Damon Hill ne va pas de toute façon s'arrêter une deuxième fois avant l'arrivée de ce Grand Prix d'Allemagne. Ce n'est peut-être pas le cas chez Benetton, en tout cas pour une des deux Benetton. Et peut-être que là, avec des stratégies différentes, eh bien, il y a encore un véritable suspense dans la course à la victoire. C'est cela que nous avons évoqué tout à l'heure, Pierre, parce que les temps de ravitaillement n'ont pas été identiques. Les Benetton, c'est 11 secondes 8 et 10 secondes 3, alors que pour Hill, il s'agit de 8 petites secondes. Ça veut dire qu'il a peut-être mis moins d'essence et qu'il donne rendez-vous aux deux Benetton Renault dans un autre ravitaillement, alors que Alesi et Berger, ou plutôt Berger et Alesi dans cet ordre pour l'instant, eh bien, iront jusqu'au bout. C'est peut-être bien vu. On espère que ce sera comme ça en tout cas, parce que il y a aussi un autre point de vue, c'est peut-être que Hill a fait une course d'attente derrière les deux Benetton Renault tout à l'heure en sachant sa stratégie. Vous savez, Hill, il ne fait pas beaucoup d'esbroufs, mais on peut dire qu'il se comporte toujours en très grand professionnel. On l'a vu bon nombre de fois au cours de cette saison, notamment à Melbourne, derrière Jacques Villeneuve. Il n'avait pas voulu tenter l'accrochage. Damon Hill, pas prendre de risques. Peut-être en a-t-il fait de même aujourd'hui avec les deux Benetton Renault. Et ça voudrait donc prouver son très grand professionnalisme et également sa sûreté de vue, puisqu'il va mener maintenant ce Grand Prix d'Allemagne avec 7 secondes et 3 dixièmes d'avance. En tout cas, la course a perdu un petit peu de son intensité, de l'intensité qu'elle a eue pendant le déroulement du premier tiers de la distance, des premiers 100 km de ce Grand Prix d'Allemagne, puisque l'écart ne cesse de se creuser entre les trois premiers. Il a maintenant 7 secondes 3 d'avance sur Berger et Alesi a perdu encore un petit peu sur celui-ci. C'est encore Johnny Herbert qui s'arrête à son stand là. Il était reparti tout à l'heure après un arrêt, une halte assez longue, et apparemment ses ennuis ne sont pas terminés. D'ailleurs, il rentre au garage. Il s'arrête pour de bon. Je crois que c'est le moteur Ford qui a on rendu avait là. passé un papier fini. Alors moi je croyais que c'était fini pour Herbert, et en réalité c'était le ravitaillement qui était fini. Non, il était reparti après 1 ou 2 minutes. Il était reparti après une longue halte. Alors ça continue les codes secrets avec Damon Hill du côté du stand de Williams Renault. Et moi, je vous donne ma main à couper qu'il doit s'arrêter 2 fois, Damon, et que ce n'est probablement pas le cas chez Benetton. Et puis, il faut voir ce qu'il en est également du côté de chez Ferrari et même de la McLaren de Coulthard. Écoutez Pierre, si on prend les chiffres tels qu'ils sont, entre 8 secondes 1 et 11 secondes 8, il y a plus de 3 secondes, presque 4.
On sait que les machines de ravitaillement délivrent environ 10 litres. Ça veut dire qu'il y aurait 40 litres. Oui, 10 litres à la seconde, bien entendu. Ça veut dire qu'il y aurait 40 litres de plus environ dans la voiture de Berger, ce qui est signe qu'il irait au bout, de même que Jean Alesi, son équipier, alors que ce n'est peut-être pas le cas chez Damon Hill. Eh bien, on va attendre cela aux environs maintenant du 35e tour environ, Johnny, si mes calculs sont à peu près exacts, alors que là, nous sommes dans le 29e tour de course. Notons tout de même que Damon Hill a été le premier parmi les hommes de tête à s'arrêter pour ravitailler, et Jean Alesi le dernier. Oui, aussi, c'est ça qui est intéressant. Ça va peut-être rigoler aujourd'hui pour Jean d'Avignon, une fois ne serait pas coutume. Et oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Un ralenti là sur Damon Hill, avec la Williams Renault, qui se débrouille fort bien dans le stadium et puis dans le passage des chicanes. Et là, c'est notre ami Barrichello. Rubens Barrichello qui va un peu loin. Heureusement, il retrouve l'asphalte sous le nez des mécaniciens de l'équipe Jordan Peugeot. Une page de publicité et on se retrouve ensuite à Hockenheim dans le 31e tour de ce Grand Prix d'Allemagne qui en compte 45, avec l'arrêt d'Eddie Irvine et peut-être Pierre Van Vliet. Une petite alerte pour Michael Schumacher. Oui, Irvine et Schumacher étaient roue dans roue. Irvine repart après 7 secondes, donc un deuxième arrêt. Il a embarqué relativement peu d'essence maintenant pour aller au bout. Et Schumacher était peut-être dans une autre stratégie, à un seul arrêt, ce qui expliquerait que Irvine revenait sur lui. Ou alors, autre explication éventuelle, c'est que le deuxième train de pneumatique de Schumacher ne lui donne pas satisfaction, peut-être un problème de pression de pneu. Entre-temps, Villeneuve, également, qui était en pleine bagarre et qui est toujours en pleine bagarre avec Schumacher, eh bien, il a failli s'arrêter. Ils ont été un petit peu gênés dans le trafic avec notamment la Rose de Ricardo Rosset. Villeneuve a dû emprunter les bas-côtés à la chicane. Et chez Williams, on était prêt à parer à toute éventualité avec 4 pneus neufs et un petit peu d'essence pour le Canadien. Mais finalement, ce sera pour plus tard. Dans 2 tours, c'est Damon Hill qui va s'arrêter, venez de voir. Ça, c'est la nouvelle qui peut tout faire basculer. Donc, Damon Hill, lap 2. Il va devoir s'arrêter dans 2 tours, alors que vous avez raison, Pierre Van Vliet, notre ami Rosset, qui n'est vraiment pas très habile quand il y a des dépassements, eh bien, a gêné Villeneuve, qui est allé sur les bordures, et il y avait de quoi craindre une crevaison, et peut-être même quelques dérives d'aileron endommagées. Ça s'est bien passé, tant mieux. Et puis ensuite, eh bien, il a failli gêner les 2 Ferrari, Rosset, mais néanmoins, Schumacher est remonté dans l'aspiration de Villeneuve, puisque maintenant, 1 seconde seulement sépare les 2 hommes, alors que tout à l'heure, il y en avait 4. Alors, le classement s'affiche maintenant, il 31 tours, Berger à 12 secondes, Alesi à 17 secondes, Coulthard est toujours là, Villeneuve 5, Schumacher 6, et vous voyez que l'écart est très faible. Alors, on se prépare chez Williams pour accueillir Damon Hill, et c'est là que nous allons avoir la clé de ce Grand Prix d'Allemagne, puisque pour l'instant, eh bien, chez Benetton, personne devant le stand de Benetton, pas d'arrêt en prévision. En ce qui concerne les ravitaillements des Ferrari, tout s'est passé au moment prévu, puisqu'Irvine, qui s'était arrêté au 14e tour, premier tiers de la distance, s'est arrêté au 30e, deuxième tiers, pour un total de 45. On arrondit 15, 30, 45. Donc Irvine s'est arrêté 2 fois normalement, certainement prévu, alors que Schumacher, lui, s'était arrêté au 22e tour, soit à la mi-course. Donc il y a 2 stratégies bien distinctes chez Ferrari, 2 arrêts de ravitaillement pour Irvine, un seul sans doute pour Schumacher, sauf incident bien sûr. Benzen, 7 secondes et 4 dixièmes pour son 2e arrêt. Il va reprendre la piste en 9e position, juste devant Panis, qui à mon avis va pouvoir passer devant lui. Panis, il est pour l'instant en 10e. Il va donc intégrer la 9e place derrière Barrichello. Ils ne sont pas loin des points, tous ces garçons-là. C'est pas mal, et vous savez, on ne cesse de le redire, Hockenheim demande énormément au moteur et aussi peut-être un petit peu à la fatigue des pilotes, parce qu'il commence à faire très chaud maintenant ici en Allemagne, et on va avoir encore d'autres surprises. Il va être fidèle à sa position sur le circuit, alors que Coulthard entre dans les stands. Coulthard qui était en 4e position. On est prêt chez McLaren à accueillir David Coulthard, le rescapé, puisque Hakkinen a abandonné tout à l'heure, vous l'avez vu. Coulthard
auteur d'une très belle course ici en Allemagne, comme il l'avait fait lors du Grand Prix d'Europe au Nürburgring, également sur les terres de Mercedes. Alors à propos des arrêts, on voit que les voitures s'arrêtent entre 7 secondes, 10 secondes et demie à leur stand, mais combien coûte un arrêt compte tenu du ralentissement et de l'arrêt accélération? Eh bien, grosso modo, j'ai repéré tous ceux qui se sont produits jusque-là. Ça se passe entre 27 et 30-31 secondes, entre le début et la fin des stands. Au lieu de ça en pleine piste, les pilotes doivent mettre 3 secondes pour parcourir la même distance. Donc ce qui fait qu'actuellement, s'il perd, disons, 30 secondes lors de son prochain ravitaillement, eh bien, il passera automatiquement derrière les deux Benetton qui le suivent, l'une à 14 secondes 6 et l'autre à 18 secondes 8. Et s'il perd 30 secondes à son stand, comme c'est la moyenne, il va se retrouver en troisième position à 15 secondes de ce qui sera le nouveau leader, Berger. Alors, il est repassé une nouvelle fois devant le stand de Williams-Renault. On a passé la flèche, ça y est. Oui, il reste 12 tours. Alors, tout de suite, un petit point top tour. 36-15 code TF1 pour jouer. Téléphone 36 68 90 04. Il y a des stages de monoplace à gagner. Attention, ici, ça commence à chauffer pour cette Sauber avec cette Williams qui la menace directement. De l'autre côté des Williams, il y a toujours Villeneuve, toujours talonné par Michael Schumacher. Voilà, il est passé devant Hans-Harald Frentzen. Situation pittoresque là, Damon Hill qui prend un tour à Frentzen, dont on dit qu'il pourrait le remplacer l'année prochaine chez Williams. C'est assez pittoresque, je vous l'avais dit. En tous les cas, depuis l'arrêt de Frentzen, Panis, lui, comme prévu, est monté en 9e position. Il est à 11 secondes de Rubens Barrichello, 8e, Irvine est en 7e. Pour l'instant, les Ferrari tiennent le coup. Schumacher 5e, Irvine est 7e. Ils sont toujours en course. On a aperçu Panis au freinage du droite à l'entrée du stadium. Et la Ligier qui pose à Panis des problèmes de stabilité au freinage depuis vendredi n'a pas l'air d'avoir résolu ces problèmes. Damon Hill dans le stadium. Son arrêt, c'est pour maintenant, normalement, Pierre Van Vliet. Oui, les couvertures chauffantes sont enlevées sur les pneumatiques de la Williams, le troisième train de pneus de la Williams de Damon Hill. Voilà, le voilà. Très rapide, évidemment, dans le petit pif-paf, la petite chicane qui est censée ralentir les concurrents. Et puis juste à l'entrée, là, eh bien, on ralentit, on se met à la vitesse maximum autorisée. Top pour l'arrêt de Damon Hill. Et chez Benetton, je peux vous dire que Ross Brown observe ça de près avec le doigt sur le chronomètre. Il repart après 8 secondes et 2 dixièmes d'arrêt. 8-2, les deux Benetton vont passer devant. Qui passe, non, il va ressortir juste sous le nez de Jean Alesi, Damon Hill. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, au 35e des 45 tours de ce Grand Prix d'Allemagne, Gerhard Berger reprend la tête de la course avec sa Benetton Renault. Et il y a ici la Tyrrell Yamaha de Mika Salo qui est intercalée. Et il est en deuxième position. Jean Alesi est troisième. Alors maintenant, pour Damon Hill, eh bien, il va falloir cravacher pour remonter vers Berger. Berger, s'il ne s'arrête pas, aura quand même des pneus qui seront bien moins frais. Hein. Ah, ça fume chez Ferrari. C'est Irvine. C'est Irvine qui fume en passant devant les stands. Ça sort par le reniflard de l'huile ou du trop plein d'eau. Ça veut dire que le moteur aurait craqué un joint de culasse. Le nouveau trio de tête qui est en vue. Avec Salo qui est intercalé. Voilà donc Damon Hill qui va devoir cravacher pour rejoindre Gerhard Berger. Il reste 9 tours, 10 tours, bientôt 9. Et on sait que Berger n'est pas un client facile pour être dépassé, surtout dans les derniers tours de course, Johnny. Alors on va voir comment Damon Hill va devoir s'en dépêtrer. Damon Hill, lui, il doit gérer son championnat du monde, il doit gérer son avance au championnat du monde, même si Villeneuve, en 4e position, est moins menaçant dans le domaine des points. Mais attention quand même à ce qu'il n'y ait pas de dégâts. Voilà, le premier, Berger. C'est affiché. Quelques longueurs derrière, Damon Hill. 2 secondes et 2 dixièmes. Et Jean Alesi.
à 5 secondes et 2 dixièmes, donc à 3 secondes de Demonil. Et le trio de tête est reconstitué alors que Irvine s'arrête. Celui que l'on avait vu fumer tout à l'heure. De la fumée qui s'échappe là. Et c'en est donc fini pour l'Irlandais. Pilote chez Ferrari, un petit coup d'extincteur. Un peu trop fort même. Il y a peut-être des flammes derrière. Il s'extrait sans problème Irvine de la Ferrari. Alerte donc pour Schumacher parce que les écrans de télémesure doivent repérer cela au plus près. Peut-être qu'il y a une tendance à la surchauffe ici dans le stadium d'Hockenheim. Température de la piste 37 degrés, toujours 26 degrés ambiant. Et à ce stade du Grand Prix, Johnny, Jean-Louis, on peut peut-être faire une remarque, c'est la fiabilité des moteurs de Formule 1. On sait qu'elle s'améliore d'année en année, mais ici, Hockenheim, c'est vraiment le grand juge pour les moteurs. Et que constate-t-on? Parmi les favoris, quasiment pas un seul abandon pour cause mécanique, sauf peut-être Mika Häkkinen avec la McLaren tout à l'heure. Berger en tête du Grand Prix d'Allemagne. Berger qui pourrait renouer avec la victoire ici. Ce serait, pardonnez-moi Johnny de vous poser la question, la première victoire de Benetton Renault cette année. Oui. Et Berger qui fut le vainqueur de ce Grand Prix d'Allemagne en 1994 devant les deux Ligier. Et qui n'a pas gagné depuis. Berger, ce vieux Gerhardt. Le vieux routier, c'est lui qui est le vétéran, alors que Irvine prend un taxi de l'Automobile Club d'Allemagne, Automobile Club von Deutschland, pour rentrer vers le stand Ferrari. Et Demonil se rapproche, plus qu'une seconde de retard sur Berger. C'est vrai. Se rapprocher, c'est une chose, après il s'agira de dépasser. Et oui, Berger, il livre ici son 191e Grand Prix, c'est le vétéran, puisque derrière il y a Brundle, 153 Grand Prix, et puis allez-y, 113 Grand Prix aujourd'hui. Berger, c'est une figure de la Formule 1. C'est un garçon qu'on aime beaucoup, un pince sans rire. Et puis, il faut des stars comme ça pour venir épauler des nouvelles figures comme Jacques Villeneuve, par exemple, ou bien David Coulthard, ou bien Olivier Panis, par exemple. Il a 1 seconde et 2 dixièmes de Berger. Il est de plus en plus proche. Nous sommes dans le 37e des 45 tours de ce Grand Prix d'Allemagne. Il va falloir le dépasser, Berger. Il va utiliser toutes les ficelles. Le poste de commandement de l'écurie Benetton Renault qui regarde cela. Il va utiliser toutes les ficelles, même s'il est toujours extrêmement correct, pour empêcher Demonil de passer. Mais l'arrivée est loin. Alors que la télévision allemande nous propose ce comparatif de passage dans la chicane. Très bien fait tout cela. Berger, 1 seconde et 2 dixièmes. Bien entendu, il est absolument en vue de Demonil, à portée de main de Demonil, qui tente ce pari d'avoir fait 2 arrêts, alors que Berger n'en fera qu'un, très probablement. Et il a des pneus, naturellement, comme on le voit, avec ces quelques petites dérobades de la Benetton Renault. Il a des pneus en difficulté, Berger, alors que Demonil, lui, s'est arrêté il y a combien de tours, Johnny? 3-4 tours, ou 2 tours même peut-être, si mes souvenirs sont exacts, et que ses pneus sont beaucoup plus frais. Il n'a laissé dans son arrêt que 27 secondes pour finir. C'est pas les 30 secondes moyennes qui avaient été constatées jusque-là, mais l'équipe Williams une attaque par l'extérieur, mais Berger avait habilement fermé le passage vers l'intérieur, et à l'extérieur, il n'y avait pas la place, manifestement. Ah, ça va être chaud, ça. Ça va être chaud. Le duel est engagé. Hein. Oui, mettez-vous à la place de Berger, qui essaye de contrôler la situation. Mettez-vous à la place de Demonil, qui tente la victoire après une remarquable pole position hier. Il tient la corde, Berger. Oui. L'aspiration sert à Demonil, qui revient sur Berger en fin de ligne droite, mais Berger se positionne suffisamment en pleine piste pour que Demonil soit embarrassé. Alors là, il fait mine de se déporter à l'extérieur. Est-ce pour réserver à Berger une petite ruse et de se prendre à l'intérieur malgré la position de la Benetton en pleine piste? Eh bien, on verra ça. Ah, il va falloir l'arracher, cette première place. Il va falloir l'arracher, ce dépassement. Ici, l'entrée du stadium, c'est un endroit où on peut dépasser. Berger laisse juste une petite place. Là, c'est trop loin.
Demonil, lui, tente de l'intimider. Berger regarde dans ses rétroviseurs. Ici, c'est impossible dans le stadium de dépasser, à moins de risquer volontairement l'accrochage. Sauf erreur du pilote. Sauf erreur, bien sûr. Mais les erreurs, c'était avant des changements de rapport de boîte de vitesse, Johnny, et ça, c'est de moins en moins... c'est possible. Oui, c'est impossible puisque c'est automatique. Pompe on. Ah bon, il faut mettre la pression du côté de la pompe à essence. Peut-être que Demonil demande beaucoup à ça, Williams Renault. Alors ici, c'est un petit peu étroit, comme nous le disait Jean Alési dans Automoto, donc c'est plus compliqué. On est en 6e aux environs de 335 km/h. Il garde l'intérieur, il ne peut pas passer la Demonil, il faudrait qu'il plonge. Ça va être difficile. Alors après, alors qu'ici, ils sortent en 2e, en 3e pour les Benetton. À environ 100 km/h, il réaccélère tout de suite, 4e, 5e, 6e, 7e pour la Benetton, qui prend un petit peu d'écart. Demonil qui se déporte pour feinter et en même temps pour laisser refroidir la mécanique, parce que dans le sillage de la Benetton, c'est très chaud, il sort de l'air extrêmement chaud. Et là, c'est un passage possible, c'est la bord de la 3e chicane, toujours pareil, ça zigzague un peu, attention. Les marshals, les commissaires de la FIA ne sont pas tendres, mais pour l'instant on peut dire que Berger défend sa place quasiment normalement. Il va devoir plonger. On va rattraper un groupe de retardataires. Peut-être que Demonil va tenter sa chance là. L'entrée du stadium, il se porte à sa hauteur. Non, c'est impossible par l'extérieur. Et il est toujours là, Berger, et Demonil, attention de ne pas s'impatienter derrière. Berger, c'est peut-être le duel de l'année, après celui de Villeneuve et Schumacher au Grand Prix d'Europe, qui était le 3e Grand Prix de la saison. Mais là, Williams Renault ne parvient pas à trouver la faille du côté de cette Benetton Renault, qui a tendance un petit peu à être un peu plus large que prévu. Johnny, on peut le dire, non mais Berger défend sa place. C'est le jeu. Je vous l'avais annoncé, Berger, ce n'est pas un client facile. Il reste 6 tours maintenant. 6 tours maintenant entre la Benetton Renault de Berger, le vieux routier, et Demonil, le leader du championnat du monde. Benetton Renault contre Williams Renault. Attention à la 2e chicane. Ce sont les endroits possibles. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean Alési qui nous a donné sa méthode de conduite ici. Quant à la pression que... Il est sorti plus vite là, Demonil, que Berger de la première chicane. Quant à la pression que Demonil peut mettre sur les épaules de Berger, eh bien Berger, ça il en a cure. Non, il ne peut pas y aller là, c'est impossible. Parce que Berger, il en a vu d'autres. Hop, il monte sur une bordure, mais il a contenu impeccablement la Benetton Renault. Berger, dans le 40e tour du Grand Prix d'Allemagne. Bientôt il restera 5 tours. Attaque à droite, attaque à gauche. Impossible, il n'a pas bougé d'un quart de poil de centimètre. Berger, il est resté impeccablement en place. La très au large, il faut ressortir plus vite si possible. C'est peut-être le groupe des retardataires devant qui va faire la différence. Il va falloir que Demonil monte à la hauteur. Non, là, c'est impossible parce qu'il faut prendre la trajectoire pour virer vers la droite ici dans l'entrée dans le stadium. Donc, sauf erreur ou omission, il ne peut plus passer Demon. Il laisse un peu de marge d'ailleurs. Peut-être que les températures du tableau de bord de la Williams Renault sont montées dans les étoiles, comme dirait Jean Alési. Il laisse de la marge. Il va falloir revenir dessus un peu plus loin. Peut-être que Demonil laisse un peu de marge pour retenter sa chance à ce moment-là dans le dernier tour ou l'avant-dernier tour. L'expérience, ça il s'agit du mélange air essence. Mettre sur la position 4. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais Demonil, lui, il le sait. Oui, il s'agit de tirer le meilleur parti de son moteur en fonction du mélange. Johnny, ils ont monté tout à l'heure la pression des pompes électriques pour l'essence, pour abreuver le moteur V10 Renault. Attention à Mixture 4 pour essayer de trouver un peu plus de vitesse. Et il résiste toujours, Berger. Toujours devant Demonil. Et ceci pour la victoire dans le Grand Prix d'Allemagne. Allez-y, tient le coup derrière, il est à 5 secondes et 3 dixièmes. Toujours derrière, il y a Villeneuve, Schumacher 5, Coulthard 6, Barrichello 7, Panis 8, Frenzen 9, Salot 10e, Brundle 11e, Rosset 12e, Lamy 13e. 13 voitures en course pour l'instant. Et toujours les deux leaders du Grand Prix d'Allemagne au coude à coude. Frank Williams
qui doit donner des consignes maintenant, des conseils en tout cas, à Damon Hill. Alors attention, là c'est plus difficile. Il va falloir se débarrasser de la mise. Ce sera facile. Oui, ça sera facile, attention, à condition qu'il ne fasse pas de bêtises. Non, la mise. ça va être facile. Donc il dans faut la se ligne porter droite, au à moins la pour ligne droite. Berger. Mais attention, il y a Frenzen. Alors il faut passer. Ça, il l'a passé. Berger est passé. Damon Hill sera passé aussi, voilà. Il reste Frenzen qui est là devant. Il pourrait faire la différence lui aussi, mais Damon Hill, il me paraît un peu loin. Jean Alesi qui est un peu loin, lui à 5 secondes, pour être le spectateur de ce duel vraiment éblouissant ici entre le vieux Berger, qu'on a tendance beaucoup à apprécier parce que c'est une figure, je le disais, de la F1. Damon Hill doit couper les pompes maintenant, pompe off. Les pompes de quoi, je me le demande. Il reste 4 tours et les deux hommes sont toujours roue dans roue. Frenzen, attention à ne pas faire de bêtises. Et là, on nous passe Coulthard sur les talons de Schumacher. Coulthard pour la 5e place. Il ne peut pas passer ici, Coulthard. Ce serait désastreux. Il va peut-être essayer un peu plus loin après la sortie du stadium, là-bas, à la première chicane. Il faut nous surveiller plus qu'on n'a pas. Oui, on préfère ce duel-là, il est plus beau. Voilà, c'est passé. Attention, il va essayer, il est passé quand même, il s'est faufilé, Damon Hill, mais rien à faire. Il est allé large, Berger. Et là, il contient la Williams derrière lui. Damon Hill, le leader du championnat du monde, mais Berger qui tient cette victoire, qui serait la première victoire de Benetton Renault. Mais là, il est proche, Damon, il est très proche, et Berger va à trajectoire. Il plonge à droite, Damon Hill, et ça ne passe toujours pas. Berger, Hill. Il faut aussi encourager Damon Hill parce que lui il gère son championnat du monde. Il va demander le passage, mais c'est compliqué, il faut monter à la hauteur. C'est pas possible encore pour ce tour-là. Berger qui jette des coups d'œil dans ses rétroviseurs pour surveiller d'où pourrait venir l'attaque. Et ça plaît à Flavio Briatore. Et oui, il se défend, le vieux lion, et il a raison. Et de ce fait, même si Damon Hill ne laisse pas un peu de marge, attention aux températures, c'est très chaud. Maintenant, on peut dire qu'ils sont à équivalence de pneus parce que Damon Hill a bien tiré dans les siens. Donc, c'est du pareil au même, c'est le talent et puis l'efficacité du châssis Williams Renault par rapport au châssis Benetton Renault qui va faire la différence. Plus que 3 tours. Plus que 3 tours. Allez Berger, allez Hill. Là, on ne peut pas trancher entre les deux. Ce duel est superbe, absolument superbe. Il aura vraiment éclipsé tous les autres dans ce Grand Prix d'Allemagne. Alors dilemme pour Hill que faire? Attaquer Berger, donner du panache à son retour à l'avant, ou bien se contenter de la 2e place. Il marquerait 6 points. Villeneuve qui est allemand. Berger moteur. Berger moteur. Il a trop demandé. Non, je ne vais pas dire qu'il a trop tiré sur la mécanique, c'est pas possible. Non. Mais il y a quelque chose qui n'a plus fonctionné. Et voilà, Damon Hill a la victoire en poche maintenant puisque son avance sur Jean Alesi est de 4 secondes 8. Berger moteur, le pauvre Gerhardt. Ça lui a claqué dans la figure tout ça. 2 tours de l'arrivée. 4 tours de l'arrivée, quel dommage. Eh bien c'est, 2 tours, pardon. C'est la mécanique qui a décidé d'entre les deux hommes. Et voilà, Damon Hill qui a pris un petit coup de chaleur, un petit coup d'huile. C'est arrivé dans la chicane. Il s'est abrité, Damon. Et il a sauté directement dans le sec. Attention aux traces d'huile. Quel dommage que cela n'ait pas été au bout. C'était un duel absolument fastueux, absolument flamboyant. Et Damon Hill entre dans le stadium en tête de ce Grand Prix d'Allemagne avec 4 secondes et 8 dixièmes d'avance sur Jean Alesi. Et puis ici, Schumacher, toujours talonné par Coulthard. Voilà l'autre duel. Et cela pour le gain de la 5e place. Il va déboîter Coulthard. Non, c'est pas possible. Ici, il n'a pas souhaité le faire. Et oui, désespoir dans l'équipe de techniciens de Gerhard Berger qui s'est défendu jusqu'au bout. Et de quelle façon? Et on revient ici sur Schumacher et Coulthard. Schumacher qui laisse la place qu'il faut. Grand seigneur, Schumacher, grand sportif, comme Jean Alesi. On peut les mettre en exemple, ces deux-là, même dans les derniers tours de course. Et Coulthard n'arrive pas à passer. Alors, Damon Hill 1, Jean Alesi 2, Jacques Villeneuve 3.
Schumacher 4, Coulthard 5, Barrichello 6, Panis 7, Panzen 8, Salo 9, Brundle 10, Rosset 11 et Lamy 12. Voilà pour l'instant le classement du Grand Prix d'Allemagne, alors que l'on va bientôt rentrer dans le dernier tour de course. Schumacher qui reprend un petit peu de marge. L'avance entre Hill et Alesi est passée à 7 secondes et 7 dixièmes. C'était normal. Maintenant qu'il n'est plus retenu Damon Hill, il met tout ce qu'il peut. Et puis comme ça, il aura de quoi assurer dans son dernier tour. Comme le retard d'Alesi sur Damon Hill augmente un petit peu, je me demandais si lui aussi n'était pas en difficulté de moteur, mais je viens de regarder dans la ligne droite, il vient d'être chronométré à 338 à l'heure, donc preuve que Benetton dispose de toute sa cavalerie et que c'est lui qui se dit bon, là Damon Hill est hors de portée, autant assurer la deuxième place. Il ne s'en satisfera pas parce que lui, ce dont il rêve, Jean Alesi, c'est de renouer avec les victoires. Il n'en compte qu'une seule depuis l'année dernière au Canada. Et deuxième, ben, ma foi, ça fait quand même 6 points champion du monde. C'est une consolation. Après son abandon qu'il avait plongé dans le désespoir à Silverstone. Incroyable que Coulthard, si proche de Schumacher, ne déboîte pas pour essayer de passer la Ferrari. Peut-être que nous n'avons pas vu les épisodes précédents. Coulthard a peut-être essayé à juger que c'était impossible et qu'il valait mieux assurer la 5e place, puisque depuis l'abandon de Berger, eh bien, Schumacher est 4e et Coulthard 5e. La McLaren est un petit peu plus rapide que la Ferrari dans la ligne droite, mais l'écart est faible. 337 pour l'une, 335 pour l'autre, 2 km/h. Ça n'est pas suffisant pour porter une attaque, ça comporterait trop de risques. Eh bien, on va se cheminer vers la victoire de Damon Hill. Le voici, Damon Hill. Il livre ici son 62e Grand Prix. Et il va emporter la 20e victoire de sa carrière. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 7e victoire de cette saison 1996. Allez-y en 2e position. Et Villeneuve en 3e position. C'est encore un succès de Renault qui passe 3 voitures. Peut-être devant une Ferrari. Schumacher, Coulthard, extérieur. Il a fait intérieur et il le garde. Coulthard était, me semble-t-il, plus près tout à l'heure pour déboîter. Et là, Schumacher a mieux réaccéléré. Pour l'instant, une Williams Renault, une Benetton Renault, une Williams Renault, une Ferrari, une McLaren Mercedes et une Jordan Peugeot. Tels sont les châssis et les moteurs qui sont dans les points ici dans ce Grand Prix d'Allemagne. Et voilà, Damon Hill. Et même l'équipe Benetton Renault qui l'applaudit. C'était très bien joué de la part de Damon Hill qui prend une option décisive maintenant. On avance maintenant sur Villeneuve et de 21 points si Villeneuve franchit la ligne d'arrivée en 3e position derrière Alesi qui vient de passer. Sur le titre mondial, on a vu Alesi passer au ras également du poste de commandement de l'écurie Benetton Renault. On attend Villeneuve maintenant. Le voilà, Jacques Villeneuve, le 3e homme du podium. Et puis la décision entre Schumacher et Coulthard. Schumacher 4e, Coulthard 5e. Et c'est Barrichello. On attend encore un tout petit peu pour voir si Barrichello va arriver, va gagner lui aussi l'arrivée de ce Grand Prix d'Allemagne pour marquer un point, un petit point. Le voici Barrichello qui arrive. Par conséquent, nous allons rendre l'antenne à Paris et nous retrouver tout à l'heure pour le podium du Grand Prix d'Allemagne. Bravo Damon Hill, bravo Alesi, bravo Villeneuve.